Aramagay, vous êtes journaliste, consultant, spécialiste des relations Chine-Afrique. Aujourd'hui, dans la contribution du jour, Fichu Bordel, intitulé Fichu Bordel, vous avez imagé le Sénégal comme étant un avion qui est dans une zone de turbulence. Vous avez décrit un Sénégal apocalyptique. Pourquoi? Mais écoutez, le constat, pour quiconque essaie de voir la situation du Sénégal, c'est que le pays est dans une véritable zone de turbulence. Sur tous les fronts, il y a des incertitudes. Le pays est surendetté, le pays connaît des grèves à répétition durables, lancinantes dans des secteurs névralgiques, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les transports. Le chômage n'a cessé de s'amplifier, l'emploi n'est pas une réalité, la pauvreté se répand, au plan social, les gens vivent le calvaire de leur vie, les ménages ne tiennent plus, les familles sont largement dissolues. Alors, écoutez, et puis au plan politique, vous avez des tensions à n'en plus finir, il n'y a pas un leadership politique posé, une démocratie qui s'est améliorée, ce qui fait que si vous prenez les autres éléments concernant notamment les taux de croissance dont se gauche le gouvernement, ça ne pèse pas lourd par rapport aux réalités du pays aujourd'hui. Le Sénégal connaît une phase très délicate de son évolution. Il faut se leurrer ou vouloir s'imposer des vessies que de croire que les choses marchent. Ça ne marche pas, il faut reconnaître ça. D'accord, je vais vous plonger dans l'actualité sénégalaise par les deux sorties malheureuses faites par le président Sall à propos de la colonisation. Je ne vais pas vous raconter la suite. Et aussi la sortie de Idriss Seck par rapport à ce débat qui a fait qu'il y a beaucoup de chefs religieux qui se sont mêlés et qu'aujourd'hui qui plongent dans le Sénégal dans le doute et l'incertitude. Comment vous analysez ces sorties? Si on prend la première sortie, qui est en apparence anodine, mais qui est très grave, parce qu'elle remet en question le rôle des tirailleurs sénégalais, qui au front ont été très valeureux, ont versé leur sang pour contribuer à la libération de l'Europe, que cela soit réduit en une simple affaire où des avantages sont donnés à des Sénégalais contre les autres Africains et qu'on ramène ça à une question de dessert, c'est extrêmement grave, sortant de la bouche de quelqu'un qui continue d'incarner l'État du Sénégal, la personne du président de la République aujourd'hui, Macky Sall. Il faut dire les choses. On ne se prononce pas sur des questions aussi graves de façon aussi légère. Et on dit que toute improvisation doit être préparée. Vous pointez du doigt la communication du président? C'est pas seulement la communication. Comme on dit en communication, on ne peut vendre qu'un bon produit. Si Macky Sall n'est pas un bon produit, vous pouvez recruter les meilleurs communicateurs du monde, ce n'est pas eux qui vont rattraper la situation. Non, je crois qu'il y a, et cela s'ajoute au problème dont j'ai parlé tout à l'heure, à ce tableau, j'allais dire, apocalyptique, le fait qu'à la tête de l'État se trouve quelqu'un qui ne mesure pas l'ampleur de ses responsabilités et qui s'exprime à l'emporte-pièce sur des questions sensibles qu'il incarne la mémoire institutionnelle de l'Afrique et en particulier du Sénégal. Et donc, ça a été une très grave erreur, une bourde de cette sortie, si bien qu'aujourd'hui, les Sénégalais se gaussent de ce président, de chahutent sur tous les fronts, sur les sites Internet, sur les espaces publicitaires, et ça ne s'arrête pas au Sénégal, c'est partout où on se demande, mais quel est ce président africain, sénégalais, qui courbe son échine devant les Français, et qui se flatte de ce que des Gauloises, cigarettes ou bien des desserts aient été donnés à ceux de ses compatriotes qui ont fait la guerre en marginalisant les autres Africains. Donc ça, c'est vraiment un problème sérieux et ça fait honte à l'Afrique. Je crois que Macky Sall doit apprendre à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est ça qu'on disait naguère. Il faut qu'il retourne à l'école de la retenue et que, connaissant ses limites conceptuelles, intellectuelles, qu'il évite de parler pour parler. Parce que chaque fois qu'il l'ouvre, c'est souvent une bourde, pour ne pas dire une bêtise. Quand il va dans les grandes conférences, imaginez-vous, parfois il se retrouve avec des chefs d'État. Il va à des réunions comme lorsqu'il était à un CEO forum à Genève,
On m'a envoyé des messages en disant vraiment votre président nous pousse à donner l'impression de nous ensevelir sous le tapis ici parce qu'il raconte des inanités, n'est-ce pas, devant des gens qui tiennent à rigoler sous cap. Alors donc il faut qu'il sache que s'il est devenu président, ça ne veut pas dire qu'il est pour autant devenu un maître S-langue et qu'il sache la boucler. Quel La qualificatif vous lui collez? Dans son cas, le silence doit être d'or. D'accord. Quel qualificatif vous lui collez? Si vous devez lui coller un qualificatif. Incompétent, incapable. C'est un homme limité, incapable. C'est un homme qui est à la fois limité, incapable et qui traîne malheureusement de lourdes casseroles financières au détriment du pays et qui devra rendre compte des ressources naturelles qu'il a bradées au profit de sa famille, de son frère, et qui devra nous dire pourquoi il a privilégié les étrangers, entreprises françaises ou capitaines d'industrie, entre guillemets, venant de France et d'ailleurs, au détriment du peuple sénégalais. Et qu'il ait désorganisé ce pays en si peu de temps. En 2012, j'avais averti les Sénégalais en disant je refuse de voter entre la peste et le choléra, notamment Abdoulaye Wade et Macky Sall à l'époque. Je crois que ça a été confirmé plus que je ne pouvais l'imaginer. Et la sortie d'Idrissa Seck par rapport à la religion? Mais écoutez, la question religieuse est une affaire privée. On disait en terminale dans nos écoles que la religion s'éprouve, elle ne se prouve pas. Idrissa Seck aime trop, malheureusement, exciper de la religion, utiliser la religion chaque fois qu'on lui tend un micro, comme s'il voulait bluffer et impressionner les gens. Vous savez, ce qu'on attend d'un leader, c'est de dire les choses de façon très claire, court, concret, concis, clair dans son langage, et qu'on sache quelles sont ses valeurs, sa vision et la mission qu'il veut donner s'il prend le leadership de ce pays pour que les gens puissent s'aligner à des choses qu'ils comprennent. Mais nous entraîner dans la préhistoire de la religion et essayer de nous dire des choses comme si cela suffisait à nous convaincre en essayant d'être le plus abscon possible, ça, non seulement ce n'est pas une approche didactique pour un leader, mais de l'autre côté, ça pose problème parce que les exégètes qui l'ont écouté, les spécialistes, les sachants qui l'ont écouté, se sont rendus compte qu'il a piétiné, n'est-ce pas, la logique coranique, et ça a suscité par ailleurs ce qu'on appelle en arabe le fitna, n'est-ce pas, la tension, de sorte qu'on commence, après les difficultés ethniques dont on avait parlé dans ce pays, à sentir qu'il y a la possibilité de querelles confrériques au Sénégal. Et comment vous analysez la sortie des chefs religieux qui sont vent debout contre sa personne? Mais c'est parce qu'il leur a offert l'occasion de s'en prendre à lui. Il faut éviter quand même, quand on parle encore une fois, il faut éviter de faire des improvisations qui ne sont pas préparées. Il ne faut pas s'imaginer qu'on a la science infuse. C'est une habitude chez Idrissa Seck. Et moi, j'ai peur, j'ai une grande peur, que si un tel type, on le laisse arriver à la tête de l'État, son approche solitaire, n'est-ce pas, entre guillemets, intellectualiste de celui qui s'imagine il sait tout, ça peut nous conduire à n'importe quoi. Parce que dans le monde aujourd'hui, le minimum, c'est la concertation, c'est les échanges, c'est la conscience et la sagesse collective qui doit être comme élément au service de celui qui est leader. Mais vous voulez savoir tout, être devant, vous êtes capable de faire des bourdes et ça a des conséquences sur les gens qui vous suivent. Non, je pense que cette ère où il y avait des messies, n'est-ce pas, où il y avait des généraux qui disaient de tout, cette ère est révolue. Idrissa Seck se doit de le comprendre. Je crois qu'il a raté une belle occasion de cette ère. Cela dit, la levée de bouclier que cela a suscité me pose tout aussi problème. Parce que malheureusement, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont toujours pressés d'être au service du pouvoir en place. Ils sont toujours pressés de voler au secours de celui qui est en place, que ce soit aujourd'hui Macky Sall, ça a été le cas d'Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et autres. Ces gens-là, malheureusement, ne sont pas aussi crédibles, qu'ils soient chefs religieux, qu'ils soient hommes de presse, qu'ils soient activistes politiques ou militants ou transhumants politiques, ils doivent se garder, n'est-ce pas, de tomber à bras raccourcis sur quiconque s'en prend au régime. Je crois qu'ils devraient apprendre à donner des éléments qui contribuent, n'est-ce pas, à éclaircir, à clarifier le débat, plutôt qu'à donner l'impression
que c'est la politisation de questions éminemment sensibles, religieuses, n'est-ce pas? Et c'est en cela que je crois que tous ces gens qui parlent, y compris les khalifes généraux, doivent avoir autour d'eux des conseillers qu'ils écoutent. Parce que nous sommes à un âge extrêmement volatile de l'information. Tout ce que vous dites, ça peut se retrouver de Dakar en Alaska, de Dakar à Tokyo ou à Lima, ou pour ne pas dire à Los Angeles ou Pékin. Et que des jeunes peuvent le lire et commencer à se faire des idées. Des commentaires à n'en plus finir. Ça peut enflammer une situation dans des pays comme le nôtre, connaissant des difficultés incroyables dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut véritablement que sur cette question religieuse, qu'on sache raison garder. On doit faire en sorte que le partage qui a toujours existé entre César et Dieu continue. Que le temporel s'occupe du temporel, que le religieux reste dans le religieux et donne des conseils. Malheureusement, on voit beaucoup de religieux qui utilisent la religion à des fins politiciennes pour pouvoir avoir des prébendes du pouvoir d'État en place. Cette relation adultérine entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, malheureusement, contribue également à cette image négative du Sénégal dont j'ai parlé au début de l'émission. D'accord. Comment vous analysez aujourd'hui la posture de l'opposition? Est-ce qu'il y a l'homme providentiel? Est-ce que vous pensez qu'au sein des opposants au Sénégal, il y a une personne qui peut fédérer cette opposition pour faire face à Macky Sall en 2019? Écoutez, il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a des hommes et des leaders qui peuvent émerger selon les circonstances. Il y a diverses formes de leadership. Le temps des grands hommes dont on parlait à l'époque, big man en anglais, ce temps-là, quelque part, est remis en question par la capacitation des individus, par les nouvelles technologies de l'information, les forces asymétriques qui sont à l'œuvre, même les forces classiques, n'est-ce pas, militaires et autres qui sont contrecarrées par les djihadistes à partir de rien, à partir de réseaux terroristes ou à partir d'Internet ou à partir, n'est-ce pas, d'une bombe qui peut exploser dans un quartier. De la même manière, au plan politique, vous avez ces choses-là qui s'opèrent. Vous avez des acteurs, des leaders qui sont à tous les niveaux. Le type de leader qui est devant et qui décide de tout, ce type de leader-là a tendance à disparaître. Le type de leader qui existe, c'est sans doute au plan politique quelqu'un, mais il y a des leaders un peu partout. On a même entendu les Américains dire diriger à partir de derrière, n'est-ce pas, pour éviter d'être en première ligne dans les conflits, ne pas envoyer des soldats sur le front. Dans le contexte du Sénégal aujourd'hui, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un homme providentiel. Il faut des hommes normaux. Un leader, ça demande un certain nombre de valeurs. Je l'ai dit tantôt, une vision, une mission, une pratique éthique, n'est-ce pas? Pratiquer ce que vous prêchez et au-delà de tout, que vous mettiez en avant l'intérêt général, que vous ne soyez pas dominé par l'argent. Toutes ces considérations, c'est ça qu'il faut chez quelqu'un qui dirige. Mais ce qui doit faire en sorte que le leader pourra s'imposer face à Macky Sall en 2019, parce que c'est possible, c'est un pouvoir qui tient à un bout de fil, n'est-ce pas, à un bout de doigt, j'allais dire, n'est-ce pas? Ce leader-là ne sera pas sorti du ciel, il sera l'un d'entre nous. Ça peut être vous, moi, n'importe qui d'autre, pourvu que nous nous entendions sur des normes d'ensemble. C'est un pacte consensuel, n'est-ce pas? Ce que nous ne voulons plus voir, nous ne voulons plus voir des voleurs qui arrivent au pouvoir par la grâce des urnes. Nous ne voulons plus voir des gens brader nos ressources naturelles. Nous voulons que le civisme revienne au centre du pouvoir. Nous voulons éviter que les tensions sociales dans les familles et autres ne soient pas résolues. Nous voulons que la solidarité reprenne sa première place. Nous voulons que nous ne nous endettions pas au nom de notre État pour enrichir des individus ou des étrangers, mais simplement pour construire des investissements productifs pour le développement de notre pays. Utilisation sage des ressources que nous allons avoir dans le sous-sol, dans le pétrole, dans le gaz, mais aussi les ressources humaines. C'est tout cela qu'il faut faire, et quand les gens l'auront compris, croyez-moi, celui qui va se mettre devant pour diriger, ce sera très facile. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va trouver quelqu'un sorti de la cuisse de Jupiter et qui va sauver le Sénégal. Partout où on a imaginé ça, ça a été un échec. Et on l'a vu en l'an 2000, quand les gens ont rêvé d'Abdoulaye Wade amenant le Sénégal vers le ciel du Sopi, on a vu que ça a tourné en une pantalonnade. Il faut éviter cela, je pense. Je pense qu'il faut que le leader du Sénégal de demain
soit quelqu'un qui soit comptable face au peuple sénégalais. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant que si le Mignas va porter plainte contre vous pour diffamation? Ah, je n'ai pas encore reçu la plainte. Ça me paraîtrait bizarre par rapport à ce que j'ai écrit qu'il porte plainte, parce que je n'ai écrit rien de grave. Je trouve même que c'est hors sujet dans le contexte où notre pays a besoin de la mobilisation de ses énergies pour attaquer les défis structurels de fond, que M. Sidi Lamine m'en veuille d'avoir dit qu'il aurait été reçu. J'ai parlé au conditionnel par le président il y a 3 ou 4 jours. Qu'il ait attendu 3 ou 4 jours pour menacer de porter plainte, c'est même à la limite risible. J'ajouterai autre chose. Sidi Lamine, quand j'ai écrit cela, j'ai dit qu'il a joué un rôle dans la libéralisation de la presse au Sénégal. Et lorsque son journal a célébré un de ses grands anniversaires il y a quelques années, j'ai pris ma plume pour écrire précisément cela. Et l'équipe de Sidi Lamine en était tellement content qu'ils avaient voulu placer, et ils l'ont fait, cet article-là en couverture de Walfadjri. Ils en étaient fiers. Et comme Beaumarchais dit, sans la liberté de blâmer, il n'est d'éloge qui soit flatteur. Si je lui ai rendu hommage hier et que j'écrive, n'est-ce pas, parce que j'ai eu des informations qu'il allait être reçu à la présidence, où est le problème? Il a le droit d'y aller, il est libre, c'est sa conscience. Je n'ai jamais dit qu'il a eu un comportement inéthique, n'est-ce pas? Je crois qu'il cherche le buzz, mais c'est maladroit. Comme on dit, les démocraties ne se font pas la guerre, c'est ce que disent les universitaires, les journalistes doivent éviter de se faire la guerre. Monsieur Sidi Lamine doit retrouver ses esprits et retirer cette plainte. Elle n'a aucun sens. Si nous veut maintenant aller au tribunal, qu'il en soit ainsi, on ira et je ferai face. Moi, je ne suis pas le genre d'individu à avoir peur de faire face à la justice ni d'aller en prison. Voilà. D'accord, justement, je vais aborder l'affaire Bolloré. Est-ce que l'histoire vous a donné raison par rapport à ce que vous dénonciez? Complètement. Monsieur Bolloré, nous sommes allés au tribunal à Paris. Il s'imaginait que je n'oserais jamais l'affronter. Je suis allé. J'ai payé de ma poche mes avocats, mes déplacements, mon séjour, tout ce que cela a nécessité. Et nous sommes allés devant la justice. La justice a dit le droit. A dit le droit et M. Bolloré voulait avoir 50 000 euros. On ne lui a donné que 1 euro. Je crois que j'ai eu véritablement tout ce que je cherchais, c'était pour lui montrer qu'à l'avenir, ne vous imaginez pas qu'il y a des Africains disposés à se laisser compter par qui que ce soit un flibustier qui viendrait de l'extérieur et qui pourrait écraser, n'est-ce pas, tout ce qui trouve sur son chemin. Je crois que la leçon est retenue par M. Bolloré. Il ne recommencera plus jamais de sa vie. D'accord. Monsieur Adama Gaye, je rappelle que vous êtes l'invité de la matinale de Réseau News. Comment vous vous définissez? Citoyen engagé, journaliste, homme politique? Comment vous vous définissez? Je me définirai comme un homme transversal, multidirectionnel. Je refuse de rester dans un silo, dans une cage. Je crois que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, le maître mot, c'est la flexibilité, la mobilité, la capacité à être, n'est-ce pas, un homme disponible sur plusieurs fronts, capable d'être un intellectuel quand cela est nécessaire, capable d'être engagé socialement, capable d'être un citoyen concerné par les choses de son pays, capable, oui, si besoin, d'être un acteur politique dans le jeu politique, parce qu'il n'y a aucune raison que nous nous mettions derrière des gens dont la plupart ont volé les ressources publiques du pays et qui vivent très large parce qu'ils ont ces moyens financiers que nous avons refusé d'avoir par la malhonnêteté. Et si c'est nécessaire, en effet, l'action politique est dans mes cordes. Je ne peux pas l'exclure parce qu'il y a des Sénégalais qui me suivent, qui lisent ce que j'écris et qui partagent cette conception et qui feraient, n'est-ce pas, dans une dynamique de coordination, une force alternative ou en tout cas une force de proposition par rapport à l'avenir de notre pays. Donc, encore une fois, il faut refuser de dire jamais. D'accord. Ma dernière question, 2019, quel rôle allez-vous jouer pour les présidentielles? Je n'exclus rien, rien du tout, rien. Adama Gaye présidentiable? Who knows? Qui sait? Mais écoutez, encore une fois, moi je crois que tout est décidé par le destin. 1, 2, c'est les Sénégalais qui décident. 3, si me sentant concerné toute ma vie par rapport à la marche de ce pays, j'estime devoir apporter quelque chose et que la santé physique me le permet
et que les capacités, n'est-ce pas, et la capacité de conviction surtout auprès des populations sénégalaises le permet, pourquoi pas, encore une fois. Mais de la même manière que je peux jouer un rôle de premier rang, en première ligne, de la même manière, je peux être un acteur en arrière-plan au service de la communauté et de la cause collective. L'essentiel, c'est de ne pas être obnubilé. La vie, n'est-ce pas, ne se réduit pas seulement à un seul poste quelconque, n'est-ce pas? On peut être au service de sa société, de son continent, de sa collectivité, à partir, n'est-ce pas, de plusieurs stations, de plusieurs niveaux. En ne refusant rien au plus haut niveau, mais en laissant la porte ouverte à toutes les possibilités, y compris un simple acteur citoyen engagé dans le soutien de ceux qui pourraient être les forces du changement. Je pense qu'il y a une vaste palette de possibilités qui s'offre à moi, mais pourvu que Dieu veuille que je sois ici en 2019. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas bâtir de rêves, n'est-ce pas, à partir, n'est-ce pas, d'où je vous parle. Donc, encore une fois, soyons ouverts et laissons quelque part le destin laisser les choses se faire et se mettre en place. Adam Magaye, Réseau News vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et vous souhaite un bon mois de Ramadan et bon dogo. Merci beaucoup, Khali. Je vous remercie et je salue tous vos téléspectateurs, auditeurs et vos lecteurs. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Je pense, je le dis souvent, que nous sommes dans un monde où il y a ce que j'appelle cette lame de fond, cette tectonique des plaques, force faite d'un alliage entre technologie et télécommunication. Ces forces-là font qu'aujourd'hui, l'information va de plus en plus jouer un rôle important dans la structuration des sociétés et notre pays, je pense, en s'appuyant sur ces nouvelles forces asymétriques, notamment de l'information, mais d'autres forces, n'est-ce pas, pourra profiter des ressources naturelles et humaines dont il dispose et son positionnement géographique afin d'engager véritablement sa course vers l'émergence au lieu de continuer à s'enliser, comme c'est le cas aujourd'hui, dans des difficultés qui font que les Sénégalais vivent très difficilement le quotidien en cette période de Ramadan. Je présente mes vœux pour le Ramadan et la Pentecôte à nos compatriotes musulmans, chrétiens et de quelques confessions, y compris les païens, que ce soit. Adam Magaye, je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup.